Et générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, je renoue le dialogue avec mon invité David Da Silva qui était déjà venu sur la chaîne à plusieurs reprises, je crois 2 ou 3 fois, si je me trompe pas. Je crois que la dernière fois, c'était sur la deuxième partie d'un projet sur le cinéma Trumpisme, si je me trompe pas. Voilà. Ah, Donc, cinéma trumpien. Trumpien. Pourquoi j'ai dit Trumpisme? Je sais pas. Bon, pourquoi pas? Trumpisme, pourquoi pas? Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un classique, d'un chef-d'œuvre, d'un film important pour pas mal de gens, pas mal de générations. Un film qui a été réalisé en 1983, scénarisé par Oliver Stone et réalisé par Brian De Palma avec Monsieur Al Pacino. Je crois que déjà vous avez deviné, c'est Tony Montana, c'est Scarface. Scarface avec comme sous-titre du livre, parce que c'est un livre qui nous réunit aujourd'hui, le destin tragique de Tony Montana dans un monde néolibéral. C'est très important cela. Je montre la couverture. C'est édité chez Leitmotiv Édition et bien évidemment, je remercie et salue au passage Jean-François Jeunet pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations pour pouvoir vous procurer le livre. Comment vas-tu, David? Très bien, merci pour l'invitation, Samir. Avec plaisir. Première question d'emblée, très simple. D'ailleurs, tu ouvres le bal de cette manière, mais c'est aussi important de contextualiser le film dans ta cinéphilie. À quel âge tu as découvert ce film et est-ce que très vite tu as su que c'était une évidence pour toi? En fait, j'en parle dans l'avant-propos dans le bouquin. C'est vrai que ça fait partie des films qui ont fait évoluer ma cinéphilie. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai dû le voir, j'avais 11 ou 12 ans, quelque chose comme ça. En fait, c'est mon grand frère qui avait ramené la cassette vidéo parce qu'il faut se rappeler que Scarface est devenu très, très populaire, notamment dans les quartiers populaires, grâce aux cassettes vidéo. C'est-à-dire que c'est la cassette vidéo de Scarface qui circulait dans les HLM et c'est comme ça que le film aussi est devenu très, très célèbre. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Mon frère, qui est plus âgé que moi de 3 ans, il avait ramené donc la cassette vidéo. Et puis, j'ai découvert ce film, moi qui regardais plus à cette époque-là des films d'action américains, donc des films, c'était Stallone, Schwarzenegger, etc., les Van Damme. Et en fait, je me souviens qu'il était venu assez tardivement. Il devait être, je sais pas, 11h30, minuit. Et puis, en fait, c'est un film qui durait 3 heures. Je me suis dit, je vais juste le regarder un petit peu avec lui. Et puis, en fait, j'ai regardé tout le film, quoi. Je me suis couché à 3 heures du matin. Et voilà, j'ai été époustouflé par la mise en scène, par Al Pacino, par sa relation avec Manny, Steven Bauer, par le destin du personnage. Enfin, j'avais vraiment été époustouflé par la musique aussi, hein, Giorgio Moroder, impressionnant. Enfin, tout ça, ça m'avait vraiment époustouflé. Et puis, c'est vrai que mon frère, d'avoir un frère plus âgé, ça m'a amené vers d'autres types de cinéma, parce que je me souviens qu'avec lui, j'ai regardé Il était une fois en Amérique, Les Affranchis, Midnight Express. Donc voilà, il m'a amené vers un autre type de cinéma. Et c'est aussi une petite parenthèse, c'était pour expliquer qu'à l'époque, en banlieue, on était quand même très, très cinéphile et on aimait beaucoup quand même le grand cinéma américain. Donc, c'est dommage que ça ait un petit peu changé aujourd'hui. Je pense que la cinéphilie se décline toujours différemment. À mon avis, le cinéma change, mais la cinéphilie ne change pas. Je pense, hein, mais bon, ça ferait peut-être l'effet d'une autre émission, selon moi. Mais question très provocatrice. Est-ce que tu étais triste que Tony Montana finisse de cette manière, celui qui refuse de tuer un enfant? Ouais, en fait, je me souviens, alors maintenant c'était il y a très longtemps, mais je me souviens que j'avais été, tu vois, attristé par sa relation avec Manny, comment ça se termine, parce qu'ils étaient très amis, etc., ils se soutenaient, et puis aussi, tu vois, à cet âge-là, t'as l'habitude de voir des histoires d'amour qui se finissent bien, et puis avec Elvira, ça se finit très mal aussi. Donc tout ça, c'était bouleversant pour le jeune ado que j'étais, quoi. C'était vraiment nouveau. Voilà, c'était un nouveau type de cinéma. Donc voilà, c'est vraiment un film charnière parmi d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres. Il y a une fois dans l'Ouest aussi. Mais voilà, ça fait partie des films qui m'ont vraiment amené vers une autre dimension du cinéma, on va dire. Qu'est-ce qui te pousse l'envie, qu'est-ce qui te donne l'envie de reprendre ce film
et de le questionner maintenant différemment, autrement, avec le fait être aussi que tu as évolué entre-temps, voilà, tu évolues, tu grandis, mais aussi le cinéma évolue à travers ton regard. Qu'est-ce qui t'a poussé à te poser et à reprendre ça depuis le début, en sachant que c'est l'une de tes images certainement marquantes, Scarface. Donc, c'est quoi le désir là-dessus? Bah, en fait, donc j'aimais beaucoup le film, ado, là, comme on vient de le dire. Et puis ensuite, j'ai fait des études universitaires, etc. Et en fait, je me suis détaché de ce film. C'est-à-dire que, tu sais, il y a eu cette réputation autour de Scarface qui était devenu un petit peu le film des racailles de banlieue, etc. Le modèle du néolibéralisme sauvage. En fait, Tony Montana, c'était devenu un petit peu un personnage, en tout cas, qui faisait pas bon d'admirer. Donc moi, souvent, quand on me questionnait sur Scarface, à cette époque-là, je disais non, moi, je préfère L'Impasse. Parce que je trouve que L'Impasse, c'est un film beaucoup plus posé, voilà, avec une autre philosophie de vie, etc., qui me parlait plus. Et en fait, je suis resté sur cette idée-là, même si j'aimais toujours la mise en scène très brillante de Brian De Palma, mais on va dire que le propos, j'avais un petit peu oublié ou j'avais pas perçu à l'époque la finesse du propos et du scénario d'Oliver Stone. En fait, c'est quand j'ai revu le film en 2020, parce qu'en fait, si tu regardes les dates des interviews, c'est souvent 2020, et c'est pendant le confinement du Covid. C'était, je sais pas quoi, il y avait eu le Covid là en mars, et puis on avait eu toutes les chaînes gratuites du câble. Moi, je zappais, et puis je tombe sur le truc, Scarface, ça commence. Et je me dis, bah, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, je vais le revoir. Et là, je l'ai vu, avec évidemment maintenant un bagage culturel beaucoup plus approfondi, etc. Et là, je me suis dit, mais c'est un film extraordinaire, en fait. Je l'avais pas compris. J'avais compris, on va dire, le premier niveau du film, mais j'avais pas compris voilà, tout le message subtil du scénario d'Oliver Stone. Et c'est à partir de là que je me suis dit, waouh, incroyable. Et j'ai fait des recherches, parce que pendant le confinement, globalement, on n'avait que ça à faire, hein, tu sais. Donc, moi, j'ai fait des recherches, j'ai regardé s'il y avait des livres écrits sur Scarface, et en fait, il y en avait très peu. Il y avait notamment le bouquin de Ken Tucker, Scarface Nation, qui est intéressant, hein, d'ailleurs. Mais je l'ai lu et je me suis dit, il est bien, mais je pense que je peux faire mieux. Et puis voilà, je me suis dit, il faut que j'écrive un bouquin sur Scarface pour essayer d'expliquer ce que moi j'ai vu dans le film et qui, à mon avis, n'a pas trop été mis en avant. Tu veux vouloir faire mieux que Scarface Nation. Alors, comment tu as dessiné l'architecture de ton livre afin de faire mieux? Bah, en fait, pour moi, ce qui était important, c'était de me baser sur Oliver Stone, parce que je trouve que on dit tout le temps que Scarface, c'est un film de Brian De Palma. Bon, effectivement, oui. Formellement, c'est un film de Brian De Palma. Mais d'un point de vue narratif, c'est un film d'Oliver Stone. Quelqu'un qui avait gagné juste avant un Oscar, qui avait été recruté par le producteur pour ça, Martin Bregman, pour écrire le scénario. Et si tu lis le scénario d'Oliver Stone, le film, il est très, très fidèle au scénario. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'était ça qui m'intéressait, c'est qu'en fait, Brian De Palma et Oliver Stone, ils n'avaient pas du tout la même vision du film et surtout du personnage principal. C'est-à-dire que pour eux, ils n'avaient pas la même... ils voyaient pas de la même manière Tony Montana, tu vois. Et ça, c'était intéressant pour moi. Ça, il fallait explorer ça. C'est-à-dire que pour Brian De Palma, pour faire simple, Tony Montana, c'est un petit escroc cubain qui arrive aux États-Unis et qui va devenir un grand escroc parce que le libéralisme américain le permet, tu vois. C'est ça, c'est cette liberté, etc., qui va lui permettre d'être aussi violent, qui va mettre en avant son avidité, voilà, pour la consommation, etc. Donc en fait, pour Brian De Palma, c'est ça, hein, c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, je mets les citations. Voilà, Scarface, c'est un film très moral parce que à la fin, la petite ordure de Tony Montana se fait flinguer, quoi. En fait, il est puni pour son avidité. C'est ça le Scarface de Brian De Palma, en gros. Même si lui aussi veut critiquer le capitalisme de l'époque, comme Oliver Stone. Mais on voit que le biais n'est pas le même. Alors que pour Oliver Stone, c'est pas du tout ça. Pour Oliver Stone, Tony Montana, c'est pas du tout un personnage négatif. C'est un rebelle, c'est un mec un peu fou dans sa tête, mais c'est surtout
quelqu'un qui se révolte contre le communisme. C'est la première scène du film, l'interrogatoire, où il dit qu'est-ce que ça te fait de ne rien avoir, de rien avoir eu à toi? C'est-à-dire que là, il critique le système communiste. C'est-à-dire que lui, il n'a pas eu accès à la consommation. Ensuite, il dit qu'est-ce que ça te fait d'être avec des chèvres? Tu sais, quand il fait bé, bé, c'est ça, c'est qu'il est avec un troupeau de gens qui écoutent, tu sais, Fidel Castro, le régime, et lui, il se révolte contre ça. Et c'est tout le sens du film. Tout le sens du film, c'est ça. C'est quelqu'un qui est communiste, qui s'est révolté contre le communisme et qui arrive dans le capitalisme, qui l'idéalise et qui va se rendre compte que le capitalisme est aussi pourri que le communisme. Et c'est pour ça qu'il se révolte aussi contre ça. Tu vois, il y a un vrai sens dans le film et dans ce que raconte Oliver Stone. Et il faut se rappeler que le film est sorti pendant la guerre froide. Et ça, on l'oublie souvent aujourd'hui quand on analyse le film. C'est-à-dire que c'est un film avec un propos quand même très, très subversif. En pleine période de guerre froide, Oliver Stone te dit le capitalisme est aussi pourri que le communisme. Tu vois, c'est extraordinaire, incroyable. Voilà, donc moi, ce film-là, il m'intéresse. Le Scarface d'Oliver Stone m'intéresse, me passionne. Celui de Brian De Palma, formellement, j'adore, mais d'un point de vue narratif, il m'intéresse moins. Voilà. Et puis, c'est pour ça que les deux hommes ne se sont pas du tout entendus pendant le tournage. À un moment donné, Brian De Palma a demandé à ce que Oliver Stone ne vienne plus sur le plateau parce que Oliver Stone allait parler aux acteurs, notamment à Al Pacino, après que Brian De Palma lui ait parlé, lui ait donné des indications. Tu vois, après, Oliver Stone allait voir Al Pacino et en gros, il lui disait un peu le contraire. Parce qu'il comprenait, Oliver Stone, il avait compris que Brian De Palma, il ne faisait pas le film qu'il avait écrit, quoi. Voilà. On a souvent aussi reproché à Oliver Stone d'avoir dans ce scénario, on va dire, quelques regards un peu réactionnaires vis-à-vis de ce personnage-là, vis-à-vis de Cuba, vis-à-vis des réfugiés, vis-à-vis de tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, de quel point de vue? En gros, tu sais, je vais te le dire très simplement. On va utiliser le mot, il est comme ça. Moi, j'ai déjà lu et entendu, il y a un regard raciste de la part de Stone dans le film, dans Scarface. Et je crois que c'était Oliver Stone qui avait... Je crois que c'est Stone qui avait scénarisé Midnight Express aussi. Oui. Si je me trompe oui, pas. Oui. Voilà. Donc, il avait comme ça une espèce de réputation, je dis pas à juste titre, bien évidemment, mais c'est intéressant à la revoyure. Et de toi, ce que tu en penses. En fait, si tu regardes les images d'archives qui sont très importantes dans le générique initial du film, ils montrent les deux, en fait. Ils montrent à la fois des gens entre guillemets normaux, une vieille dame qu'on voit au début puis qu'on voit à la fin, qui est transportée par les militaires américains. Donc en fait, rien que le générique du début, il montre cette ambiguïté entre des réfugiés qui sont légitimes et d'autres qui le sont moins. Tu vois, parce que moi je mets les chiffres, source à l'appui, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation de la criminalité à Miami quand les Marielitos sont arrivés, parce que il y a eu un mouvement de Castro, il a vidé les prisons, on le sait, voilà, c'est quelque chose de. Moi je trouve qu'il a, tu vois, Tony Montana, c'est un personnage ambigu, c'est pas quelqu'un de détestable en réalité. Pour moi, les vraies ordures dans le film, ce sont le banquier, ça c'est une ordure, tu vois, parce que lui, il blanchit l'argent de la drogue et il en a rien à foutre de la morale. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à Tony Montana. Oui, on va avoir des problèmes si on blanchit trop, etc. C'est pas, ah non, on va arrêter de blanchir parce que c'est de la drogue. Non, c'est parce que les autorités vont le faire chier. Lui, c'est une ordure. Sosa, c'est une ordure, tu vois. Sosa, c'est une ordure. Pourtant, c'est quelqu'un de très respectable. Tu vois, c'est quelqu'un qui a fait des hautes études, quelqu'un de distingué. Et d'ailleurs, dans le scénario de Oliver Stone, il montre bien que c'est quelqu'un, tu vois, qui appartient à la bourgeoisie. Voilà, je dirais même que Elvira, juste avant la fin, c'est aussi quelqu'un de détestable. Tu vois, c'est aussi quelqu'un de détestable qui refuse la maternité, qui veut être entretenue. Elle a le droit de refuser la maternité. Elle a le droit de refuser la maternité. Non, je suis d'accord, mais on comprend pourquoi elle refuse la maternité. Pourquoi elle la refuse? C'est quoi la ligne de dialogue dans le film? C'est quoi la ligne de dialogue dans le film? Alors, je m'en souviens plus, mais moi, je me dirais qu'il y a deux éléments importants. Il y a le fait qu'il y a la drogue, surtout, et puis il y a aussi la maternité avec un mec comme Tony Montana, je ne sais pas. Et puis, elle-même n'est pas un être humain qui est stable. Non, pas du tout. Je savais qu'on allait discuter durant cette émission. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, oui, ça me dérange pas s'il y a une nounou qui s'en occupe. Voilà. Et ça, j'explique ça dans le livre. J'explique ça c'est très symbolique aussi
d'une certaine mentalité néolibérale qui est que un enfant, c'est tu t'occupes de lui, tu lui donnes de l'amour sans rien en retour, tu vois. C'est quelque chose qui te demande du temps, d'investissement, mais t'attends rien en retour, voilà. Tu vois, c'est le don d'amour sans, tu vois, sans salaire, quoi. Et là, c'est typiquement, tu vois, la phrase qu'elle lui dit, je me suis dit, voilà, c'est merveilleux, bravo Oliver Stone, tout à fait ça, tu vois. C'est oui, s'il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe, parce que moi, j'ai pas le temps de faire ça. Tu vois, ce qu'elle veut, c'est être entretenue. Alors après, je suis d'accord avec toi, à la fin, elle change, parce qu'elle prend sa vie en main et elle envoie balader Tony Montana. Donc ça, pour le personnage, c'est assez intéressant. Mais voilà, tu vois, pour moi, c'est ça, les ordures, c'est le flic corrompu, tu vois. C'est Bernstein, le flic corrompu. C'est tous ces gens-là, pour moi, qui sont les vrais méchants du film. Tony Montana, tu sais, c'est un peu un pauvre gars, quoi. C'est un pauvre gars dans le sens où c'est quelqu'un qui arrive en Amérique, qui idéalise l'Amérique, qui va chez Sosa et qui boit le rince-doigt, tu vois. Et ça, c'est aussi dans le scénario d'Oliver Stone. Sauf que lui, ce qu'il avait fait, c'était qu'il avait décrit les couverts, tu vois, c'est qu'il mangeait chez Sosa et il savait pas utiliser les couverts pour les différents plats, tu vois, parce qu'il avait pas les codes de la bourgeoisie, tu vois. C'est un prolo, Tony Montana. Mais c'est justement parce que c'est un prolo qu'à la fin, tu sais, et puis d'ailleurs, il a ça durant tout le film en réalité. D'ailleurs, c'est aussi le dialogue qu'il a avec Elvira quand il lui dit, moi, je veux des enfants parce que j'adore les enfants. Tu sais, d'une certaine manière, il a ce côté un peu innocent, tu sais, celui qui aime l'innocence, qui veut donner de l'amour d'une certaine manière. Et puis voilà, et puis c'est pour ça qu'à la fin, il refuse, lui, de tuer des enfants, des innocents, même si ça met en péril son statut social. C'est-à-dire qu'en faisant ça, il perd tout. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait pour accéder à la richesse en Amérique, il va tout perdre. Mais pour lui, il garde ses valeurs, tu vois, simples, qu'on pourrait dire des classes populaires. C'est tu fais pas de mal aux enfants, quoi, tu vois. Ce que Sosa n'aurait pas fait. Pourtant, c'est quelqu'un dans le film où on te dit, il a fait des hautes études, il est très riche, etc., etc. Tu vois, il est très distingué, il s'exprime très bien. Mais lui, tu vois, il est capable de faire les pires atrocités pour garder son statut social. Voilà, c'est la différence avec Tony Montana. Donc, moi, j'ai pas ce truc-là d'ailleurs, j'ai parlé avec Pepe Serna qui incarne Angel dans le film, et lui il me dit c'était, tu vois, il me disait c'est marrant parce que t'avais ça à l'époque, puis aujourd'hui c'est les Cubains de Miami qui veulent qu'on diffuse Scarface parce qu'ils adorent Scarface, tu vois. Donc oui, non, mais ça, tout ça, tu vois, et voilà. Alors, il était logique, cohérent sur le papier, pourquoi pas, mais quand on y réfléchit, c'est beaucoup plus complexe que ça. De commencer à parler de Scarface de 83, par le Scarface de 1932 de Howard Hawks, mais surtout du Parrain, où tu dis, si je me trompe pas, imaginez le Parrain, c'est Pelé, et Scarface, c'est Diego Maradona. Oui, bien sûr. Bien sûr. Par rapport à la réceptivité du public, Bien sûr. En fait, il y a un côté un peu politiquement correct à dire que tu aimes le Parrain et à cracher sur Scarface, comme c'est politiquement correct dans le foot de dire que tu aimes Pelé et de cracher un peu sur Maradona, tu vois. Voilà, c'est ce côté-là. Mais pour avoir lu un bouquin italien sur Maradona, j'ai bien aimé, tu sais, ils font une distinction entre les deux, même pas que Pelé avec d'autres. Mais ils disent, voilà, si Pelé, Beckenbauer et je sais plus qui d'autre allaient dans un bar, en fait, les gens iraient les voir, discuter, ils discuteraient avec eux et ils attendraient qu'ils payent un verre, tu vois. Alors que Diego Maradona, il arrive dans le bar, les gens vont le voir et ils voudraient tous lui payer un verre, tu vois. Et je trouve ça très beau et très emblématique, tu vois. C'est parce qu'en fait, les gens, il y a une identification. Tu vois, on se reconnaît dans ces gens-là. C'est justement dans leurs défauts qu'on se reconnaît. C'est-à-dire que Maradona, il a merdé, comme Tony Montana, il a merdé, mais en réalité, nous, on aurait peut-être merdé comme eux, tu vois. Parce que on est des petits gars, on n'avait pas grand-chose. On accède à l'argent, à plein de choses, et puis on a des failles, et puis on fait des bêtises. Et c'est ça qui les rend humains, c'est ça qui permet l'identification. Et d'une certaine manière, comme Tony Montana, Maradona, tu vois, il a toujours mis en avant ce qui allait pas dans le foot.
Tu vois, il n'hésitait pas à faire ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'était pas très aimé par les hautes instances de la FIFA. Tu vois, voilà. Comme Tony Montana. Tony Montana, il fait pareil. En fait, Tony Montana, il te décrit pourquoi le système capitaliste, il est pourri et pourquoi le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est pourri. Tu vois. Et d'ailleurs, ce que je fais, moi, dans le bouquin, c'est que je te montre que tout ce que le film dit, c'est la réalité. Je me base sur les travaux de Jean-François Guéraud. Jean-François Guéraud, c'est un grand spécialiste de la criminalité. Je me base sur ses bouquins. Tout ce que dit Scarface, c'est la réalité. Les grandes banques qui blanchissent de l'argent de la drogue, c'est la réalité, tu vois. Les gouvernements qui sont impliqués, tu vois, dans le trafic de drogue international, c'est la réalité aussi. Alors, pas tous les gouvernements, mais il y a des sections où, évidemment, le grand trafic international, il est possible parce qu'il y a de la connivence, tu vois. Tout ce que Scarface te décrit, c'est la réalité. Et oui, je m'appuie sur Jean-François Guéraud. Oui, exactement. Mais Tony Montana, le fait qu'il soit extrêmement paranoïaque, violent, misogyne, relation incestueuse, désir incestueux pour sa sœur, ne me dis pas que tout ça, c'est la composante du capitalisme sauvage. Mais non, mais c'est parce que c'est un personnage qui est très ambigu. C'est pour ça qu'il est intéressant, tu vois. C'est pour ça qu'il est intéressant. Bah, bien sûr que c'est pas un héros unidimensionnel à la, je sais pas quoi, à la Schwarzenegger. Bah, évidemment, tu vois. C'est pas le héros. En réalité, c'est un peu un personnage des années 70. Tu sais, les personnages du Nouvel Hollywood, des gens gris, tu vois, des gens, voilà, des gens qui ont à la fois des côtés qui te surprennent par la noblesse de ce qu'il peut faire, tu vois, par ne pas tuer des enfants, par exemple, et par des côtés très détestables, tu vois, voilà, parce que l'être humain, il est comme ça. L'être humain, tous les êtres humains sont comme ça. Bah, voilà, les anges n'existent pas sur Terre, tu vois, les êtres parfaits 100% n'existent pas. Et c'est pour ça que moi j'aime bien ce personnage-là, c'est parce que c'est quelqu'un qui a plein de défauts, évidemment, comme le dit Oliver Stone, Tony Montana, mais il a un côté, tu vois, très intéressant, très noble d'une certaine manière, et c'est pour ça qu'il est intéressant. Évidemment qu'il est détestable. La cocaïne, ça le fait péter les plombs. La cocaïne, ça le fait péter les plombs. C'est ce que montre bien le film. Plus il prend de la cocaïne, plus il pète les plombs. Et d'ailleurs, il pète tellement les plombs qu'il tue son meilleur ami. Et là, c'est la ligne rouge qui fait que son destin était tracé, qu'il allait mourir. Alors attends, je t'interromps là-dessus. Il tue son meilleur ami. Dans le livre, tu dis un truc vraiment passionnant. C'est que, image à la pluie, d'ailleurs, c'est il y a une séquence qui a été coupée. Ouais. Alors attends, il y a une séquence qui a été coupée dans le film, et c'est intéressant parce que ça m'a rappelé l'interrogatoire du début, quand les flics posent des questions à Tony. Il y en a un moment qui lui dit « Dis-moi Tony, est-ce que tu aimes bien les hommes, tout ça ?» Et là, Tony lui répond, mais de manière assez radicale, « Jamais, jamais, jamais. » Bon, Ensuite, il y a cette scène coupée qui se passe pratiquement au début du film, dans le camp, où à un moment, les deux, Tony et Manise, se prennent dans les bras, et je crois que Tony lui dit un « I love you », donc qui dénoterait une certaine homosexualité latente et tout. Et tu dis que en fait, Tony tue à la fin Manny, non pas parce que il est avec sa sœur et comme il a un désir incestueux vis-à-vis de sa sœur, non, c'est parce qu'en fait, il est jaloux que sa sœur soit avec lui. Voilà. Il faut y aller, hein. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Nous, on n'avait pas la scène coupée. Mais c'est pas mal, pourquoi pas? Ouais, je ne sais pas, mais pourquoi pas. Ça amène une grille de lecture supplémentaire. C'est vrai que c'est une scène qui est très, très ambiguë. Tu vois, c'est une scène qui est très ambiguë. Et je pense d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a été coupée du générique. Et d'ailleurs, je me demande si elle est même, tu vois, si elle est même sur les scènes coupées des Blu-ray ou DVD. Parce que je me demande s'ils n'ont même pas coupé ce moment-là dans les scènes coupées. Parce que le moment que je mets, la scène, je l'ai trouvée sur YouTube d'après une version télé, tu vois. Télé qui était passée à l'époque aux États-Unis, je ne sais plus, dans les années 90, je crois. Et voilà, donc c'est un moment qui est qui est très oublié. Mais c'est intéressant. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui l'avait remarqué, ça. Je ne sais pas. Moi c'est la première fois que je découvre ça, c'est en lisant ton livre. Hein. Je ne savais pas. Voilà. Je l'ai découvert en lisant le bouquin. Donc voilà, ça amène une certaine ambiguïté aussi sexuelle chez Tony Montana, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et avec Manny, dont on ne connaît pas trop les relations en réalité. Hein. On connaît pas trop mais c'est ça
C'est ça qui est assez... Bah oui, mais c'est ça qui est assez bizarre aussi de la part de Stone, le scénariste, c'est qu'on a l'impression que ça, c'est encore un aspect négatif chez Tony Montana, l'homosexualité. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très compliqué avec Stone. Je parle de Stone hein, parce que tu assistes beaucoup sur Stone dans le bouquin, à juste titre pour le coup. Et c'est ça qui qui peut être aussi intéressant à étudier. Je ne suis pas en train de faire un jugement moral, attention. Je suis en train de te dire que c'est intéressant à étudier. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que entre l'histoire de Howard Hawks avec Scarface, avec Le Parrain, l'impasse, on va en parler un peu plus tard. Mais ce que veut faire De Palma de ce faux remake, plus ou moins, et ce que dit Stallone en parallèle, finalement, et peut-être même Al Pacino, ce qu'il en pense, finalement, Scarface, ça raconte quoi réellement? Bah écoute, ça raconte un petit peu ce que me disent beaucoup des intervenants dans le livre qui ont participé au film, et ce que disait aussi Feu Martin Bregman, que je regrette de ne pas avoir pu interviewer pour le livre, parce qu'il est décédé en 2018, je crois. C'est qu'en fait, ça raconte un opprimé qui en a marre d'être dans sa société d'accueil, qu'on met dans une case. C'est Tony Montana au début, hein, tu vas faire la plonge dans un petit restaurant cubain, et puis reste là et tais-toi, et voilà. Et c'est quelqu'un qui refuse cette case, tu vois, qui se dit non, moi je vais pas fermer ma bouche, je vais essayer j'ai un objectif, c'est-à-dire que moi j'ai pas goûté à la société de consommation là où j'étais. Ici c'est une société de consommation, je veux goûter à cette société de consommation, je veux pas être juste un larbin. Et puis voilà, et puis qui se fixe un objectif. Donc c'est l'histoire de l'opprimé qui refuse de rester dans cette case et qui se donne les moyens de réussir. C'est un peu l'histoire de Rocky Balboa, tu vois. Moi, je mets en parallèle les deux personnages. Rocky, oui. Voilà, avec un côté très positif pour Rocky et puis un côté pulsion de vie pour Rocky, pulsion de mort pour Tony Montana. Mais d'une certaine manière, c'est deux personnages qui se répondent un petit peu. Tu vois, c'est deux opprimés, deux gens qu'on relègue à leur origine, dont on se moque, et puis à un moment donné, ils vont surprendre parce qu'ils sont capables de faire des choses. Et puis, c'est ce que me disent les intervenants, c'est qu'après, évidemment, les gens les plus imbéciles, ils voient que la surface de l'histoire, ils se disent « Ah bah, je vais faire comme Tony Montana, le trafic de drogue », tu vois, ce qui est totalement, évidemment, débile. Par contre, l'énergie du personnage, elle est intéressante, tu sais, c'est quelqu'un qui refuse d'être humilié, c'est quelqu'un qui prend son destin en main, quelqu'un qui agit. Et donc, quelqu'un, il peut faire la même chose dans le sport, dans la musique, etc. Tu vois, ou dans n'importe quoi, hein, dans des études, tu vois, se fixer un objectif élevé dans les études et puis travailler, tu vois, avoir cette énergie. Ce que décrit le personnage de Rocky Balboa, hein, il y a beaucoup de fans de Rocky Balboa qui font comme le personnage, mais pas dans la boxe, dans les études, dans dans autre chose. Et c'est ce que dit aussi Al Pacino, et je mets la citation dans le livre, quand on lui pose la question, parce que maintenant c'est toujours ça, c'est oui, mais il y a des gens, ils prennent Tony Montana pour modèle pour le trafic de drogue. Il dit ouais, mais en fait, moi je connais énormément de gens qui adorent Tony Montana, qui l'ont pris pour exemple, et puis qui ne sont pas dans la criminalité, qui ont fait d'autres choses et de belles choses. Tu vois, voilà. Faudrait poser la question à Emmanuel Petit, que j'ai vu dans une émission, hein, le footballeur. Il avait un t-shirt Tony Montana, tu vois. Donc voilà. Emmanuel Petit, c'est pas, tu vois, c'est pas un parrain de la pègre. C'est un grand sportif. C'était un grand sportif. Donc moi j'aimerais lui poser la question. Pourquoi il aime comme ça Tony Montana, tu vois, voilà. Le livre. La manière comment tu as composé l'architecture du livre. Le sommaire, je vais quand même le citer. Dans la première partie, cela s'appelle des prédécesseurs prestigieux. Donc, tu parles de Scarface, du Parrain, et tu interviews Peter Safier, qui est le coproducteur de Scarface. On va revenir après dans les interviews. Dans le deuxième paragraphe, c'est le cheminement de Tony Montana. En gros, c'est d'où il vient, qui il est, comment, pourquoi, comment ça a commencé. Donc, il y a la genèse du projet, le départ, le mentor, la cocaïne et le néolibéralisme, The World is Yours, la fameuse devise, le fidèle ami, Manny, l'interview de l'acteur Pepe Serna, et puis la chute. La troisième partie, c'est donc le culte autour de Tony Montana. Tony Montana, est-ce que c'est un héros capresque? Et je te poserai après la question. Le mythe. Et il y a plusieurs interviews. Il y a l'interview de Chris Soldo, qui est l'assistant réalisateur de Brian De Palma. Al Pacino, l'interview de Johnny Martin, qui a été le réalisateur de Hangman avec Al Pacino. Et puis la dernière partie, et ça aussi, il faut qu'on en parle, c'est l'impasse, qui est pour toi la résurrection de Tony Montana.
Et donc, il y a une interview de David H. Dreyfus, qui est le réalisateur de la deuxième équipe, Scarface. On va commencer par le culte autour de Montana. C'est un sous-chapitre. Tony Montana, un héros capresque. Pourquoi un héros capresque, selon toi? Parce que en fait, Oliver Stone, c'est un très très grand fan de Capra. D'ailleurs, il a fait beaucoup d'héros capresques dans ses films. D'une certaine manière, dans Platoon, ça peut être vu comme ça. Wall Street, JFK, tu vois. Et en fait, bon, j'explique ça en détail dans le bouquin, mais tu sais, Tony Montana, c'est un immigré qui arrive aux États-Unis et qui idéalise l'Amérique, comme les héros de Capra, comme Capra lui-même, hein, d'ailleurs. Il a toujours idéalisé l'Amérique, c'est ce qu'il a mis, c'est ce qu'il disait, hein, ce qu'il faisait dans ses héros. Il représentait ce qu'il y a de plus beau dans l'Amérique. Et c'est ce que ces personnages y représentaient, Gary Cooper, James Stewart, etc. Et donc, c'est quelqu'un, Tony Montana, il est pareil, il idéalise l'Amérique. Et en fait, on se rend compte dans le film qu'il tue très peu de personnes en réalité, Tony Montana. Et quand il tue des gens, c'est en général des gens très détestables et que lui considère comme des gens qui empêchent l'Amérique d'être ce que lui, il a dans tu vois, l'image fantasmée de l'Amérique qu'il a en tête. Tu vois, c'est le tortionnaire cubain au début du film, c'est le flic corrompu, les tueurs colombiens, etc., etc. Enfin, lui, dans sa tête, c'est ça. Et il a cette image-là, The World is Yours, ce qu'il regarde dans le film, c'est ce message, ce mythe américain de tout le monde a sa chance, quoi. C'est ça, en fait. Hein. Même toi qui es en bas de l'échelle, tu peux accéder à la richesse. Ce que Capra mettait aussi en avant dans ses films, c'est la mise en valeur des mythes fondateurs américains. Et lui, il le fait, mais c'est pas un héros à la Capra où c'était des films, alors pas naïfs, mais voilà, c'était des héros très purs. C'était des héros très purs chez Capra. Là, c'est pas un héros pur, c'est un héros qui sort de la tête. En tout cas, un personnage principal qui sort de la tête d'un scénariste qui était lui-même sous cocaïne, tu vois. Donc, c'est quelqu'un, tu vois, qui était borderline. Et évidemment, ça donne un personnage fou. Mais la structure, c'est ça, tu vois. La structure, c'est ça. Dans les films de Capra, alors oui, en plus tu dis que le personnage, Stone écrit une partie du scénario à Paris où il essaye de se sortir de la drogue. Capra, souvent, ces personnages, c'est des personnages issus du peuple. D'ailleurs, il y a le John Doe, le fameux John Doe, joué par Gary Cooper, si je ne me trompe pas, l'homme de la rue. Est-ce que Tony Capra serait quelqu'un du peuple américain? Tony Montana, c'est quelqu'un des classes populaires. Voilà. Ouais. C'est un immigré des classes populaires qui arrive en Amérique et puis qui est, pendant une partie du film, avec ce milieu-là des classes populaires américaines. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas les codes de la bourgeoisie. C'est quelqu'un qui n'a pas le langage, qui s'exprime pas très bien, qui est vulgaire. Tu vois, ça aussi, il est très vulgaire. C'est quelqu'un qui n'a pas les codes. Donc, je renvoie à la scène chez Sosa où il boit le rince-doigt. Tout ça, c'est voulu, quoi. Tout ça, c'est caractéristique du personnage. C'est quelqu'un qui n'a pas les codes. Tu vois, c'est quelqu'un tu imagines bien il lit pas de livres, Tony Montana. Tu vois, il n'a pas fait d'études. C'est quelqu'un qui est quelqu'un vraiment tu vois, de la classe ouvrière. Voilà, je crois que c'est Stephen Bohr. J'ai mis la citation dans le livre où il dit aussi ça, que Tony Montana, c'est quelqu'un qui est de la classe ouvrière. Voilà. Et on va dire que c'est la classe ouvrière universelle. C'est pour ça que tout le monde des ghettos du monde entier se reconnaissent dans Tony Montana, parce qu'il a certains codes culturels que nous, on s'identifie à lui. Tu vois, la façon de parler un peu vulgaire, de ne pas avoir les codes. Tu vas dans un grand restaurant, tu n'as pas les codes, tu ne connais pas, tu n'as pas été élevé là-dedans. Je veux dire, tout le monde s'identifie à ça. Tu vois, voilà. Mais il a une certaine pureté morale. Tu vois, et c'est ça, cette ambivalence qui est intéressante chez lui. C'est ce côté, tu vois, je vais pas tuer un enfant. Et d'ailleurs, Oliver Stone, il avait écrit une scène qui devait être tournée au début du film. Sur le tournage, il a écrit la scène où justement ça répondait à la scène de la fin, c'est qu'il sauvait dans le bateau un enfant qui tombait à l'eau. Et lui, il risquait sa vie pour le récupérer, hein, dans les Marielitos qui arrivaient aux États-Unis, et il le récupérait. Et en fait, c'est le studio qui a refusé. Ils ont refusé de
tu vois, de donner de l'argent supplémentaire pour tourner cette scène. Ce qui a énervé Oliver Stone, parce qu'il disait non, mais ça caractérise le personnage. Tu vois, c'est parce que tu commences avec cette scène où tu vois le gars qui risque sa vie pour sauver un enfant. Et après, tu vois qu'il est très ambigu, il est très violent, etc., etc. Tu vois, voilà. D'ailleurs, je reviens là-dessus. Tony Montana, faut pas oublier que pendant le film, le début, il est humilié, la scène d'interrogatoire, quand il est plongeur, etc. Et quand il fait la scène de deal, il est montré en tant que victime. Faut pas l'oublier, ça aussi. Hein. Tu vois, c'est que pendant une partie du film, la scène de la tronçonneuse, il est montré comme quelqu'un subissant. Tu vois, il voit la mort de son meilleur ami, etc. Et après, il a cette révolte. Voilà, tu vois, pendant une partie du film, faut pas oublier ça, c'est qu'il subit les événements, il est humilié, il est violenté, tu vois. Il y a ça aussi qui est intéressant chez lui. Faut pas l'oublier, ça. Hein. Qu'est-ce qui a poussé Oliver Stone à écrire cette histoire sur Tony Montana, à créer cette histoire? Et qu'est-ce qui a fait que De Palma s'en est intéressé? Bah, en fait, c'est une commande. Hein. C'est une commande de Martin Bregman. C'est-à-dire que, alors, l'origine du projet, je le dis un peu dans le bouquin, c'est un peu ambigu. C'est Al Pacino qui dit que c'est lui qui a eu l'idée de faire le remake, et puis tu as Martin Bregman qui dit que c'est lui qui a eu l'idée. Donc bon, peu importe. Mais après, il fallait quelqu'un. Et il y en a qui parlent de Sidney Lumet aussi, je crois. Si j'ai bien lu ton livre, il y en a qui essayent. C'est pas Sidney Lumet qui a eu l'idée de faire le remake. Hein. Non, mais voilà. Il a eu l'idée de placer l'action dans la communauté cubaine de Miami. C'est tout. C'est ça. Mais il a été engagé après. En réalité, le premier à avoir été engagé, c'est Brian De Palma pour faire le remake. Et ça devait être un remake qui se déroulait dans les années 30. En fait, c'était un remake très, très proche du film d'Howard Hawks. Donc, ils ont commencé à écrire avec son co-scénariste David Rabe. Ils ont écrit le scénar, mais je sais pas quoi, ça fonctionnait pas trop. Et en fait, ils ont quitté le projet. Et après, Martin Bregman, il a proposé l'écriture du scénario à Oliver Stone et ils ont engagé Sidney Lumet. Sidney Lumet qui était très proche à l'époque d'Al Pacino, avec qui ils avaient déjà fait des films, hein, Serpico et compagnie. Donc, voilà. Et après, c'est donc Sidney Lumet qui a eu cette idée-là. Idée merveilleuse, hein, d'ailleurs. Idée merveilleuse de placer l'action chez les Marielitos à Miami. Formidable. Et puis après, il a lu le scénario d'Oliver Stone et il a détesté. Tu vois, il a dit non, c'est. De toute façon, ils n'avaient pas la même vision du personnage aussi. Parce que chez Sidney Lumet, c'était un espèce d'espion de Fidel Castro à Miami, Tony Montana. Tu vois. Donc c'était vraiment, ils avaient une vision totalement opposée. Donc il a quitté le projet et là, Brian De Palma est revenu. Ce qui est intéressant, c'est que Brian De Palma, faut pas oublier, c'est qu'il est scénariste aussi. Souvent, il scénarise, même très souvent, c'est lui qui écrit les scénarios de ses films. Et dans le cas de Scarface, il n'a pas réécrit le scénario, tu vois. C'est-à-dire qu'il a tourné le scénario d'Oliver Stone, sans le modifier. Et ça, c'est intéressant, parce que tu as deux auteurs, tu vois, finalement, qui s'opposent dans ce film-là et qui n'avaient pas la même vision. Et c'est ça que je mets en avant dans le livre. Deux auteurs, et voire même aussi deux regards politiques différents. Ça aussi, c'est quelque chose que Totalement. Je rappelle, Scarface de Brian De Palma, scénarisé par Oliver Stone, le sous-titre du livre « Le destin tragique de Tony Montana dans un monde néolibéral », c'est écrit par David Da Silva, c'est édité chez Leitmotiv. On pourra malheureusement pas tout dire du livre, et vous le savez, on essaie quand même de parler au moins pendant 40-50 minutes, mais j'ai quand même envie qu'on parle aussi de l'impasse, parce que ça, c'est un chapitre important pour toi, et puis c'est aussi une thèse qui est assez importante dans le livre, où tu dis tout simplement, c'est même le titre qui serait la résurrection de Tony Montana. On a très souvent, effectivement, même sans avoir pensé à cela, mais souvent on pense il y a le chant contre chant. Le chant, c'est Scarface, le contre-chant, c'est l'impasse. Après, bon, on se dit peut-être qu'il y a des choses qui diffèrent. Pourquoi ce serait pour toi la résurrection de Tony Montana? Bah déjà, dans le processus de production, c'est le même réalisateur, c'est la même star, c'est le même producteur, deux producteurs d'ailleurs, Louis Stroller et puis Martin Bregman. C'est deux gangsters latinos.
tu vois, il y a le côté, il revient, tu sais, il revient, il était en prison, il revient, il retourne dans son quartier, qui il retrouve Chichi, tu sais, Angel Salazar, l'acteur qui incarnait Chichi dans Scarface, tu vois. Il retrouve qui? Un ancien baron de la drogue qui est incarné par Al Israel, qui incarnait tu sais, le dealer colombien à la tronçonneuse. Enfin, tu vois, les analogies, elles sont voilà. Et puis la façon dont on décrit Carlito Brigante dans le film, c'est tu sais, c'est Tony Montana. C'était quelqu'un qui était très impulsif, tu sais, un grand baron de la drogue, etc., etc. C'est Tony Montana, quoi. Et puis il y a le basculement, tu vois. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que moi j'en ai parlé aux producteurs et eux ils m'ont dit ah ouais, bah, c'est intéressant. Nous on n'y a pas du tout pensé quand on a fait le film et tout, tu vois. Bon. Pourtant ça paraît évident, mais voilà. Et puis il y a aussi le fait est que Tony Montana rêve The World is Yours, et je me souviens plus exactement c'est quoi la phrase publicitaire dans l'impasse, mais il y a le film s'ouvre ça sur Carlito qui regarde une affiche publicitaire et le film se referme là-dessus. Donc il y a toujours un rapport comme ça à une espèce de devise qui gérerait le monde, et les héros comme j'allais dire Soprano comme Tony Montana et Carlito sont embarqués dans cette gestion du monde, dans cette devise du monde. Je veux aussi avoir ma place. Je veux aussi avoir ma place au paradis. Ouais, c'est ça. Alors, petite précision, c'est qu'au départ, je le dis dans le bouquin aussi, c'est pas très connu, mais à l'origine, on n'aurait peut-être pas fait cette analogie autant si c'était le réalisateur initial et le producteur initial aussi de l'Impasse qui avait fait le film. C'est-à-dire qu'en fait, la première version, c'était avec Abel Ferrara. C'est Abel Ferrara qui devait tourner le film, qui avait été engagé après King of New York avec Christopher Walken. Moshe Diamond, le producteur, il avait engagé Abel Ferrara pour faire le film. Alors évidemment, avec Abel Ferrara, Moshe Diamond à la production, on aurait peut-être moins fait cette analogie, tu vois. Voilà. Mais après, il y a eu une dispute entre Moshe Diamond et Al Pacino, parce que Al Pacino, il a fait venir son producteur Martin Bregman, il a fait venir Brian De Palma, et puis après ça a clashé, et en fait voilà, Moshe Diamond, il a globalement quitté le projet, en tout cas il a retiré son nom du générique. Je rappelle donc ce livre, Scarface, de Brian De Palma, le destin tragique de Tony Montana dans un monde néolibéral. C'est édité chez Leitmotiv Édition. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations pour pouvoir vous procurer le livre. Et l'auteur du livre est David Da Silva. Il est venu nous en parler pour une quarantaine de minutes. Merci à lui en tout cas. Et puis tu reviens quand tu veux. Bah, merci Samir. Je te dis à bientôt. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.